Bonsoir, chers candidats. Je m'appelle Monsieur Mamoudou Diallo, professeur certifié de technique économique, communément appelé économie générale ou sciences économiques et sociales en STEC. Je compte sur cette chaîne partager avec vous mes quelques connaissances en la matière. Je sers au lycée Seydina Issa Rouhou Laye depuis 2004. Voilà, l'objet en fait de cette vidéo, c'est d'abord de vous présenter le programme en terminale L2 par rapport à l'économie générale. Voilà, que ça soit le contenu ou la méthodologie. En commençant par le contenu, en terminale L2, nous avons essentiellement 4 thèmes à aborder. Résumé en 4 chapitres. Le premier thème porte sur la croissance et le développement. Le chapitre 1, thème croissance et développement, chapitre dans lequel nous allons, dans une première section, analyser la croissance économique. Et dans une seconde section, notre objectif sera d'étudier le sous-développement. Apparemment, quand on dit chapitre croissance et développement, on ne voit pas le terme sous-développement. Mais tenez-vous bien, les deux concepts sont intimement liés parce que si l'on recherche une croissance et un développement, c'est dans le but de sortir de la pauvreté qui est synonyme de sous-développement. Là, vous comprenez aisément pourquoi la première section va s'intéresser à la croissance économique et la seconde porte sur le sous-développement. Parce que la croissance et le développement constituent des solutions à la pauvreté, qui est synonyme de sous-développement. Et pour mieux combattre un mal, il faut le connaître. Le deuxième thème porte sur la mondialisation des échanges, chapitre dans lequel nous allons, dans une première section, nous intéresser à la balance des paiements, parce que nul n'est censé ignorer que la mondialisation des échanges signifie une internationalisation et de la production et des investissements, voilà, ainsi que de toutes les activités économiques. Une internationalisation se traduit par la réalisation de transactions entre une économie et le reste du monde et l'extérieur. Du coup, on a besoin d'évaluer ces transactions. C'est l'objet un peu de la balance des paiements, qui sera un outil d'inventaire qui permettra d'évaluer les échanges entre la nation et l'extérieur durant l'année. La deuxième section portera sur les politiques du commerce extérieur, naturellement le libre-échange, qui signifie une ouverture vers l'extérieur, s'ouvrir davantage en essayant d'éliminer les obstacles, ou le protectionnisme qui consisterait à ériger des barrières pour limiter les échanges. Voilà. Maintenant, le système protectionniste est différent de l'autarcie. Une économie autarcique est une économie qui n'entretient pas de relations avec l'extérieur. Or, de nos jours, avec le phénomène de mondialisation qui signifie la chute des frontières, qui signifie en fait un village planétaire, le monde est aujourd'hui un village planétaire, parce que
les frontières sont traversées par l'Internet, ce qui veut dire que on ne peut plus ne pas échanger avec l'extérieur. Du coup, une économie, un système d'autarcie est devenu utopique. Elle n'existe plus. Mais quand même, on peut limiter les échanges vis-à-vis de l'extérieur à travers des mesures comme la prohibition, interdiction totale, le contingentement quand on cherche à limiter les transactions, voilà, ou d'autres mesures, des normes techniques et sanitaires, entre autres. La troisième section portera sur les mouvements internationaux de capitaux, puisqu'on parle d'échanges extérieurs. On sait que les échanges ne portent pas seulement sur l'importation et l'exportation de biens ou de services, ou par rapport au transfert courant, mais aussi aujourd'hui, les investissements sont devenus la production, tantôt je l'ai dit, c'est l'internationalisation de la production et des échanges. Voilà, donc c'est le développement, cela est lié au développement des firmes multinationales, des sociétés qui interviennent dans plusieurs nations, qu'on appelle des firmes multinationales ou des firmes transnationales. Voilà, les IDE constituent un seul exemple de mouvement de capitaux, parce que les mouvements de capitaux commencent d'abord par l'aide au développement, accordée généralement par des pays développés ou émergents à des pays en développement qui sont naturellement plus vulnérables comme les pays les moins avancés. La dette extérieure qui peut être un facteur ou un frein au développement. Je n'allais pas dire que la dette est destinée aux pays pauvres, parce que même les pays développés empruntent la dette. La dette constitue une source externe de financement des investissements, que ce soit public ou privé. Elle constitue donc un mouvement de capitaux. Ensuite, on va clôturer ce deuxième chapitre par le rôle des organismes économiques internationaux dans la promotion économique. Naturellement, d'abord, on commencera par le GATT et l'OMC. Le GATT étant The General Agreement on Tariff and Trade, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui était le premier organisme chargé de contrôler les échanges commerciaux. Mais aujourd'hui, le GATT n'est plus. Le GATT est mort, remplacé par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, qui édicte les règles de fonctionnement des échanges internationaux, voilà, du commerce extérieur au commerce international. Enfin, les organisations de Bretton Woods, comme l'histoire nous l'a appris, le FMI, le Fonds monétaire international, qui s'occupe des questions de déséquilibre économique en préconisant des politiques, et la Banque mondiale qui, elle, est plus concentrée dans des projets, dans le financement de projets de développement, avec ces trois organismes. C'est la fin du second chapitre, du deuxième chapitre, excusez-moi. Le troisième chapitre porte sur l'intégration économique. L'intégration étant aussi une stratégie de croissance, comme aussi la mondialisation, parce que l'ouverture ou l'application de politiques protectionnistes constitue des outils d'échange en fait. Voilà. Donc l'intégration, c'est un chapitre dans lequel nous allons en premier lieu définir l'intégration et préciser les types d'intégration qu'on peut réaliser. L'intégration par les marchés. Quand on parle d'intégration par les marchés, notamment développés par Bella Balassa, les 5 étapes développées par Bella Balassa, c'est une forme d'intégration qui cherche à agrandir, à créer un vaste marché dans lequel on pourra intensifier les échanges et développer les économies membres des pays.
des économies des pays membres de l'Union ou la coproduction. Coproduction signifie deux pays ou plusieurs vont s'unir pour fournir le même produit, naturellement en fonction des ressources, de leur dotation en ressources, en facteurs de production. Ensuite, la deuxième section dans ce chapitre va porter sur un exemple d'intégration. On n'allait pas dire réussi, mais presque réussi, tel que l'UEMOA, l'Union économique et monétaire africaine, qui, de par l'union monétaire, mais aussi de par l'utilisation pour la plupart des pays membres de la même langue, est une intégration plus réussie. Je n'ai pas dit une intégration réussie, mais plus réussie que la CEDEAO, qui est un espace dans lequel nous avons 3 pays lusophones. Nous avons 7 monnaies différentes et parfois non convertibles. Nous pratiquons plusieurs langues dans cet espace, ce qui naturellement va impacter négativement les échanges. Parce que la diversité linguistique, monétaire et culturelle sont des facteurs qui bloquent le développement des échanges. Et c'est pourquoi l'UEMOA reste une intégration plus réussie que la CEDEAO. Et on terminera enfin par les difficultés et les problèmes que rencontre l'intégration. Je viens tantôt de souligner la pluralité des monnaies, l'existence de langues différentes et de cultures. Mais aussi, ça pose un problème de communication et on est limité dans la réalisation des transactions. Mais aussi et surtout le manque d'infrastructures qui ne facilite pas la libre circulation entre pays membres. Entre autres raisons, il est difficile de réussir l'intégration en Afrique. Ces difficultés de réussir une intégration en Afrique qui vont clôturer le chapitre. Et on terminera naturellement par l'État, parce que l'État est au début et à la fin de toute activité économique. L'État joue un rôle central dans le développement économique et social, parce que c'est lui qui est l'appareil qui permet d'exécuter les politiques préconisées par le président de la République, qui est appelé à avoir une vision par rapport à ses objectifs principaux, notamment les 4 objectifs du carré magique: la recherche d'une croissance économique, la recherche d'un équilibre extérieur, la maîtrise de l'inflation et du chômage. Voilà les 4 objectifs principaux que Nicolas Kaldor appelait le carré magique. Voilà, ce carré, son caractère magique est le fait qu'il est difficile à la fois d'atteindre 2 objectifs en voulant réduire par exemple les prix sur le marché par une politique restrictive, une augmentation des impôts par exemple, ou une diminution de la quantité de monnaie en circulation, réduire la demande. Si la demande diminue, les prix vont baisser, certes, mais la baisse de la demande en provoquant une baisse des prix à côté va aussi provoquer un ralentissement des activités. Une baisse des activités est source de baisse de la croissance. Et lorsque la croissance diminue, le taux d'emploi aussi, le nombre d'emplois créés va en pâtir. Donc, en voulant réduire l'inflation, on aggrave le chômage. Inversement, en voulant parfois réduire le chômage, en créant suffisamment d'emplois, en développant des politiques expansionnistes comme la hausse des dépenses budgétaires ou la création monétaire, on favorise l'accélération de l'activité pour créer davantage des emplois, mais cela peut être source d'inflation.
Voilà, c'est pourquoi l'État est au centre des activités. Dans une première section, on verra l'évolution historique. Évolution historique, je sous-entends en fait les différentes fonctions qui ont été attribuées à l'État. Certains, comme les classiques, vont parler d'État gendarme, qui pensent que l'État ne doit pas intervenir. L'État doit juste mettre un cadre dans lequel les activités pourront se développer sans pour autant que l'État ne fixe les prix, sans pour autant que l'État n'agisse sur le marché. L'État doit laisser le marché fonctionner librement. C'est d'où vient d'ailleurs la théorie du libre-échange, du libéralisme économique. Laisser aller les marchandises, laisser passer les marchandises et laisser faire les individus. Le laisser faire et le laisser aller. Laisser aller les marchandises et laisser faire les individus. C'est ça le principe des libéraux, fondamentalement. Adam Smith qui disait qu'il y a une main invisible qui fait converger les intérêts individuels égoïstes vers l'intérêt général. Donc l'État n'a pas besoin d'intervenir. Le marché peut s'auto-équilibrer. C'est pourquoi il parlait d'État gendarme qui ne s'occupera que de la sécurité des biens et des personnes et de leurs biens sans intervenir sur le marché. Mais aussi, il y a l'économiste américain John Keynes qui se porte en faux par rapport à cette théorie libérale pour dire que l'État doit être un État-providence. The welfare state, l'état du bien-être social, que l'État doit réguler le fonctionnement du marché parce que le marché à lui seul a révélé ses limites. Le marché ne peut pas s'équilibrer de lui-même. Il dit que l'offre ne crée pas sa propre demande. Ça, c'est ce qu'on appelait en seconde la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say. Qui, selon lui, l'offre crée sa propre demande. C'est l'offre qui détermine la demande. Keynes a prouvé amplement que c'est la demande, au contraire, qui détermine l'offre. Parce que si l'offre pouvait créer sa propre demande, il n'y aurait pas de crise de surproduction comme celle qui a eu lieu les années 30, plus précisément en 1929, le jeudi noir, The Black Thursday in Wall Street. Cette crise était une crise de surproduction parce que l'offre d'action était supérieure à la demande d'action. C'était juste un crash boursier, c'était une panique, c'était pas réellement une crise, mais une panique qui a poussé les actionnaires à vouloir se débarrasser de leurs actions. Et si l'offre d'action devient largement supérieure à la demande, ça provoque une baisse, une chute vertigineuse des prix. C'était en fait la raison de la crise. Keynes disait donc que si l'offre créait sa propre demande, il n'y aurait pas de crise. Donc la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say admet beaucoup de limites. Et la main invisible d'Adam Smith est défaillante. Parce que si elle ne l'était pas, le marché allait pouvoir faire éviter en fait la crise, je voulais dire. Mais si le marché tombe en crise, ça veut dire que le marché ne peut pas s'auto-réguler, s'auto-équilibrer. Il va falloir qu'il y ait un État qui va assister le marché pour lui faire éviter des crises, qu'on appelle le rôle de l'État-providence. Et Karl Marx termine par dire que l'État est un État d'une classe sociale, que l'État n'est là que pour ceux qui sont, ceux qui dirigent. Bon, c'est un révolutionnaire comme tout le monde le sait. Et la deuxième section dans ce chapitre sera réservée aux politiques économiques. Tantôt j'ai un peu développé une politique monétaire ou une politique budgétaire, il va de soi. Si on augmente la quantité de monnaie ou on diminue la quantité de monnaie, ça impacte positivement ou négativement l'économie. Il va de soi, ça dépend des objectifs poursuivis. Voilà, donc si l'État décide d'augmenter les impôts ou de réduire les impôts, la baisse des impôts entraîne une augmentation du revenu disponible. Si le revenu disponible augmente,
ça permet aux ménages de dépenser davantage. La demande sur le marché augmente, la production augmente, ça relance la croissance. On parlera de politique expansive. Ça passe par le budget, ça peut être aussi la monnaie. L'État peut faire de sorte qu'on injecte davantage de la monnaie. Je ne vais pas détailler peut-être cela parce que ce n'est pas notre objectif. À travers la baisse, par exemple, du taux de réserve obligatoire, on pourra libérer les crédits, les banques vont pouvoir accorder plus de crédits, les ménages et les sociétés disposent de plus de ressources, ce qui va leur permettre de réaliser plus de dépenses. Ensuite, ces dépenses-là seront à l'origine de l'augmentation de la demande globale sur le marché, ce qui va pousser les entreprises à répondre favorablement à la hausse de la demande des dépenses et de la demande, ce qui provoque une augmentation de la production. C'est une politique expansive monétaire. Voilà, dans cette dernière partie de l'État, c'est ce qu'on va avoir en réalité. Voilà, en grosso modo, le contenu, le programme, en termes de leçons, comme vous le dites. Voilà, maintenant, ma vidéo suivante consistera à repréciser un peu la méthode qui nous permettra d'affronter l'examen, ce qu'on appelle la méthodologie. Parce que même si vous avez suffisamment de connaissances, sans la méthodologie, vous n'allez pas pouvoir bien répondre aux questions d'examen. La méthodologie constitue donc l'outil qui nous permet d'affronter avec sérénité l'épreuve d'examen. Maintenant, menu des connaissances, évidemment. Voilà, c'est pourquoi le contenu est aussi important que la méthodologie. L'un ne peut pas aller sans l'autre, les deux se complètent. Voilà, donc je vais vous revenir dans une autre vidéo pour cela.